à livrer, Champollion n'a pas lu les hiéroglyphes égyptiens. Eh bien, je vais commencer par la conclusion. Comme dans une série Colombo, vous vous en souvenez, l'inspecteur Colombo, on connaissait le coupable avant la fin, et l'intérêt c'était le cheminement qui permettait de trouver le coupable. Et le coupable, on le connaît, c'est Champollion. Maintenant, on va essayer de trouver le raisonnement logique. Donc le but, pourquoi commencer par la conclusion, c'est qu'on va avoir quelques notions qui sont parfois un peu complexes, du moins pas habituelles, et donc de vous donner tout le cheminement, ça va vous aider à mieux intégrer tout ce qui va être dit par la suite. Champollion, Fernand Crombette. Champollion est un anticlérical, on le verra, conscient des conséquences de ses travaux. Ça, c'est peu su, c'est peu connu, mais c'est un anticlérical forcené. Fernand Crombette, au contraire, c'est un homme de foi, certain de l'inhérence de la Bible. Inhérence, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Champollion va appliquer une méthode, l'acrophonie, c'est-à-dire on commence avec des mots compliqués, l'acrophonie, acronyme, c'est-à-dire qu'on garde la première lettre du mot que l'on prononce, TGV, train à grande vitesse, on garde la première lettre, c'est l'acrophonie. Il applique ça à certains types de hiéroglyphes, ce qui va lui donner un alphabet. Fernand Crombette, lui, a une méthode totalement différente. Il comprend que les hiéroglyphes doivent se lire comme des rébus, car il s'agit d'une écriture de signes qui, on le verra pourquoi, est une écriture magique à pluralité de sens. Conséquence des travaux de Champollion, il n'y a pas d'hébreu en Égypte. Plus personne, à la suite des travaux de Champollion, ne croit à la présence des hébreux en Égypte, puisqu'on ne les retrouve pas on n'en retrouve pas la trace dans les hiéroglyphes. C'est pas une mince affaire. Et en plus, le compute biblique ne correspond plus avec les temps longs égyptiens. Donc c'est toute l'histoire biblique qui s'effondre. Alors qu'avec Fernand Crombette, on retrouve intégralement la riche histoire des Hébreux en Égypte. 430 ans quand même, de Joseph jusqu'à Moïse. Joseph biblique, évidemment. Conséquence de Champollion, la Bible n'est pas historique. Elle avait déjà été attaquée par Darwin, mais maintenant, même son histoire un peu récente est fausse. Conséquence de Fernand Crombette, la Bible a dit vrai. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux systèmes d'écriture, c'est ce qu'on va voir. Une écriture d'image, les hiéroglyphes, par exemple, et une écriture de lettres, l'alphabet. Ce sont deux systèmes totalement différents et même antagonistes. Une écriture magique, l'autre anti-magique. Et bien évidemment, si vous identifiez des hiéroglyphes à des lettres, vous lisez les hiéroglyphes avec une méthode qui a permis à lutter contre. Donc il y a une déperdition terrible de science dans la méthode de Champollion. Conséquence de Champollion, la Bible n'est pas historique, eh bien une laïcisation accélérée de la société. Avec Fernand Crombette, le monde peut redevenir chrétien. Je vais faire juste quelques rappels historiques au préalable avant d'attaquer directement le sujet. Au Moyen-Âge, on a à l'époque médiévale, un développement économique, spirituel et matériel de la société qui va culminer avec la philosophie thomiste et les cathédrales. La fin du Moyen-Âge, il y a une grave crise, la guerre de 100 ans, la Grande Peste, en gros au XIVe siècle, et le Grand Schisme, qui va déboucher sur la période dite de Renaissance avec la naissance de l'humanisme. Conséquence, sécularisation progressive de la société. Le monde va commencer à penser sans Dieu. Une volonté claire et profonde d'émancipation par rapport à l'Église. Et surtout un changement, comme le disait Éric tout à l'heure, un changement de paradigme, un monde jadis centré sur Dieu, désormais centré sur l'homme. Peu de temps après, au final, vont arriver les Lumières, 17e, 18e siècle, avec la Révolution. Alors là, on a un rejet de la religion chrétienne affiché, violent, et un développement des sciences de la vie et de la terre dans ce contexte. Ça, c'est important à souligner. Les sciences de la vie et de la terre se développent dans un climat de rejet de religion.
Donc, un monde laïcisé a besoin d'une jeunesse laïcisée. Comme le disait Huxley, Aldous Huxley, celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Donc si vous avez une jeunesse qui est chrétienne, biblique, vous avez un monde qui est chrétien. Si vous avez une jeunesse qui n'est plus chrétienne, vous avez un monde qui n'est plus chrétien. Donc un monde qui lutte contre le christianisme a besoin d'une jeunesse qui ne soit plus la jeunesse chrétienne. D'où le développement de ces sciences dans ce sens-là. Puis au XIXe siècle, donc c'est l'explosion de tout ça, le monde savant, de manière volontaire ou non, va participer à un nouveau modèle du monde avec le X-Club. Il y a eu un article remarquable de Esther Louis sur le X-Club dans Sciences et Foi. Donc Thomas Huxley, qui est le père d'Aldous, du meilleur des mondes, fonde le X-Club, qui a pour objet d'imposer le naturalisme comme base de la science. Donc, il y a une volonté idéologique, en fait. C'est pas des savants qui découvrent enfin la vérité, non, il y a une volonté idéologique. On met Dieu hors jeu. Dieu n'est plus une hypothèse. C'est un groupe de pression qui a été très actif dans les institutions et qui a été à la tête de la Royal Society pendant près de 10 ans. Si vous voulez, dans l'inconscient collectif, avec les Lumières, avec les sciences triomphantes, l'homme de science va enfin débarrassé des mythes religieux, va pouvoir observer le monde, utiliser sa raison et découvrir de manière certaine la vérité sur son origine. Que c'est beau, mais que c'est faux. Car en réalité, il s'agit, comme le disait Eric, de modèles, mais d'un modèle anti-biblique. Je fais une très courte illustration, les strates. Par exemple, tout le monde a déjà vu des strates dans la nature. Donc, ça, c'est un fait objectif, là, il n'y a pas de débat. Mais les géologues, depuis le 19e siècle, disent que ce sont des couches géologiques. Pourquoi pas? Mais personne n'a vu la formation des strates. Donc, il n'y a aucune certitude sur le sujet. Or, il y a une hypothèse qui a été émise de couches géologiques, non pas parce qu'il y a une raison particulière, si ce n'est que l'explication de l'orogénèse, c'est-à-dire la fabrication des continents et des roches, il fallait exclure le déluge. Ça ne s'est pas fait lors du déluge. Donc il faut une autre explication. Donc ça s'est fait sur des millions d'années, et ce sont donc des couches géologiques. Il n'y a aucune preuve sur le sujet. Et il y a même des contre-preuves récentes. C'est le mont Sainte-Hélène aux États-Unis. Vous voyez l'explosion du mont Sainte-Hélène, c'était un volcan. On voit sur la figure de droite, la partie gauche, c'était le volcan avant et après. Donc vous voyez, il a explosé complètement. C'est le 25 mai 1980, pas si vieux. Et en dessous, qu'est-ce qu'on voit? Un canyon parfaitement stratifié qui s'est fait en 24 heures. Mais dans des conditions diluviennes. Il n'a pas fallu des millions d'années pour que les strates se fassent. Ça s'est fait en quelques heures. Et bien sûr, je vous rapporte aux travaux et publications de Guy Berthaud sur le sujet. Tout ça pour dire que la science ne contredit pas le récit biblique, bien au contraire. Mais c'est l'idéologie qui fait des modèles, faisant fi des données bibliques, à dessein, dans un but de laïcisation de la société, qui a la fausse prétention d'être une science objective et certaine. On a finalement une science qui fait des modèles, une science désincarnée. C'est pas étonnant que, luttant contre la religion de l'incarnation, la science soit elle-même désincarnée. Mais alors l'égyptologie dans tout ça ça vous a mis un peu loin, l'égyptologie dans tout ça. Eh bien, après Champollion, l'égyptologie nie la présence des Hébreux en Égypte, comme je vous l'ai dit, plus de Joseph, plus de Moïse, plus de Pâques, donc plus de passage, existe les 430 ans des Hébreux en Égypte. Et au XIXe siècle, quand le monde savant, puis très, très vite le monde religieux, a été persuadé que le récit biblique était largement mythique, un abîme s'est creusé entre le spirituel et le temporel. Ça s'appelle la laïcisation. Conséquence, la Bible est dans la tourmente. Elle n'est plus un livre historique. Cela a alimenté la laïcisation de la société, peste du monde. On va fêter le centenaire de la très belle encyclique Quas Primas de Pie XI. Ce que nous appelons la peste de notre temps, c'est le laïcisme, ses erreurs et ses tentatives impies. Et ceci est également l'origine de la crise moderniste, aux conséquences si funestes pour l'Église. Évidemment, lorsque les hommes, des exégètes vont voir ce que dit le monde, qui est complètement contraire à ce qu'on leur a enseigné
de manière traditionnelle, la tentation est grande de se rapprocher du monde. Et c'est ce que condamnera évidemment le très grand saint Pie X en 1907 avec Pachendi contre le modernisme. Mais donc, ce modernisme a pu se développer grâce à cette vision du monde. On a parlé d'évolution, mais aussi l'égyptologie, qui ne rend plus compte du tout de la présence des Hébreux en Égypte. Or, notre Seigneur, il y a 2000 ans, nous avait déjà prévenu. Jean 5, 45-47. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Les écrits de Moïse, c'est le Pentateuque, donc la Genèse. Donc on est à une époque où on ne croit plus au récit de Moïse. On ne croit même plus à l'existence de Moïse, pour tout vous dire. Il y a eu, il y a quelques années, un séminaire à la Cato sur Moïse pour en conclure finalement il a globalement jamais existé. Voilà, bah on en est là, et donc on ne croit plus aux paroles du Christ. Enfin, notre Seigneur nous a prévenu il y a 2000 ans. Et ça va même toucher les meilleurs, qui vont être coincés avec l'égyptologie. Je voudrais saluer quand même la mémoire d'Alexis Ballon, qui est un jésuite français, un orientaliste, 1875-1934, qui va faire un très gros travail en Égypte. C'est le premier à faire une grammaire copte. Et il veut défendre la vision biblique des origines. Donc lui, il est vraiment animé de bonnes intentions, mais dans sa préface de son livre « Les Hébreux en Égypte », il est obligé de reconnaître, pour éviter toute déception, c'est en jaune, avouons dès à présent que nous ne rencontrerons aucun document clair et précis parlant explicitement du peuple de Dieu. Donc il est obligé d'admettre ça. Pourquoi? Parce qu'il a étudié à Beyrouth la méthode de Champollion. Et effectivement, elle ne donne pas accès à la présence des Hébreux. Donc il est animé d'une bonne volonté, mais il n'a pas les moyens. Eh bien, on va voir que Champollion n'a pas lu les hiéroglyphes égyptiens. Pour ce faire, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'une écriture pictographique, qu'est-ce qu'un alphabet, comment Champollion va lire les hiéroglyphes, et l'apport singulier de Fernand Combette. Premier point, qu'est-ce qu'une écriture pictographique? Ah, voilà nos fameuses écritures pariétales, écritures sur les parois des cavernes. Donc les premières écritures sont toutes pictographiques. Toutes pictographiques, c'est-à-dire de dessin. Elles sont toutes des dessins. Et je vais souligner, comme le souligne le philologue James Février, qui est l'auteur d'une fameuse histoire de l'écriture, dans les Pueblos du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, les prêtres, pour obtenir la pluie, exécutent sur le sol des sanctuaires souterrains des dessins inspirés de la magie initiatique. Des nuages d'où sortent des serpents en forme d'éclairs, des traits noirs qui symbolisent la pluie. Chez les Indiens Menominee, l'ouverture de la chasse est précédée par des cérémonies magiques. On trace sur le sol des dessins de la bête que l'on désire trouver. Puis l'homme s'arme d'un petit arc et lance sa flèche préalablement trempée dans une drogue rouge à la place du cœur. Là, c'est important. Lorsqu'il gravait au peignet des animaux dans des cavernes, sur des parois presque inaccessibles, il visait beaucoup moins à satisfaire leurs goûts artistiques qu'à se procurer une chasse heureuse par des procédés magiques. Retenez bien, je vais insister plus que lourdement, dessin, magie. Dessin, magie. Et toutes les écritures, comme je vous l'ai dit, à l'origine, sont des écritures de dessin. L'écriture cunéiforme, donc de suméro-acadienne ou assyro-babylonienne, c'est-à-dire l'écriture de l'Irak actuel, cunéiforme, pourquoi? Parce qu'elle est en forme de coin, comme vous pouvez le voir sur l'image. Les formes de coin étaient obtenues, on le voit sur la petite image à droite, sur des tablettes d'argile avec des calames de roseau, on le voit en bas, taillées en biseau et fendues à leur extrémité. Et puis sur l'argile encore fraîche, on faisait ces signes, d'où cette écriture cunéiforme. Mais cette écriture cunéiforme, on le voit de colonne de gauche à colonne de droite, a une évolution en fonction du temps. À l'origine, à l'extrême gauche, ce sont des dessins. Ces dessins vont se styliser au fur et à mesure pour arriver à l'écriture cunéiforme classique que l'on voit à l'extrême droite, mais à l'extrême gauche, vous voyez bien à l'origine, ce sont des dessins.
Bien sûr, l'écriture égyptienne, les hiéroglyphes égyptiens, ce sont des dessins. Et hiéroglyphes, hieroglyphein, sacré, je grave. Sacré, magie, religieux, dessin. Magie, dessin. L'écriture crétoise, elle-même une écriture de dessin. Les hiéroglyphes hittites. Les Hittites, c'est un peuple d'Anatolie, c'est-à-dire de la Turquie actuelle. Ce sont encore des dessins. Les glyphes mayas, ce sont des dessins. Et même les pictogrammes chinois, ce sont des dessins. À l'origine, alors on a en bas, tout à droite, le signe actuel qui représente le cheval, mais à la toute origine, en haut à gauche, c'était un vrai cheval qui était bien dessiné, qui va, au fur et à mesure du temps, de gauche à droite, de haut en bas, se styliser pour devenir le signe actuel. Mais à l'origine, il s'agit de nouveau bien de dessins. Et ces dessins n'avaient pas avaient une vision magique, puisqu'on les a retrouvés les premiers sur des plastrons de tortue qui étaient jetés dans le feu et qui étaient, en fonction des craquelures et de ce qui était écrit dessus, servaient à l'art divinatoire. Et c'est ce qu'on appelle l'ostéomancie. Donc, de nouveau, dessin, magie. À Mohenjo-Daro, dans la vallée de l'Indus, on a retrouvé aussi donc des dessins. Et sur l'île de Pâques, l'écriture rongo-rongo, de nouveau des dessins. Juste pour information, une similitude absolument stupéfiante entre la vallée de l'Indus et l'île de Pâques. Vous avez chaque ligne, vous avez deux lignes, vallée de l'Indus et juste en dessous, île de Pâques, les dessins. Vous voyez une correspondance de signes qui est tout à fait troublante. Vraiment, c'est assez stupéfiant. Pourtant, l'île de Pâques et la vallée de l'Indus, c'est simple, c'est aux antipodes. Hein. Vous voyez l'île de Pâques, la vallée de l'Indus, il n'y a aucun lien entre les deux. Fernand Crombette va proposer une solution à tout ça. Si vous excluez les extraterrestres pour expliquer la proximité, c'est que Fernand Crombette détermine la présence de l'île de Pâques en fait à l'embouchure du Géant. Et la vallée de l'Indus, il suffisait tout simplement de descendre le Géant. Donc il y a une proximité géographique antédiluvienne pour ces écritures. Mais revenons à nos moutons. Ainsi comme nous avons pu amplement le voir, les premières écritures, dont certaines ont pu évoluer vers une forme plus cursive ou plus stylisée, étaient toutes à l'origine des dessins. Et, encore un peu pictogramme, et avaient une dimension magique sacrée. Dessin, magie. Et l'alphabet dans tout ça. Quand apparaît le premier alphabet? Où apparaît-il? Qu'est-ce qu'un alphabet? Qui en est l'inventeur? Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Le premier alphabet apparaît à Serabit el-Khadim, dans le centre-ouest de la péninsule du Sinaï, près des mines de turquoise. Il est l'œuvre d'ouvriers sémites travaillant pour le compte des Égyptiens et il apparaît en gros au milieu du XVIIe siècle. Bon, déjà, des sémites qui travaillent pour le compte des Égyptiens vers l'an 1600, ça doit éveiller quelque hypothèse, normalement. Ce premier alphabet au monde, qu'on appelle proto-cinétique, parce qu'on l'a retrouvé dans le Sinaï, est issu des hiéroglyphes égyptiens. Il est issu des hiéroglyphes égyptiens. Il n'y a que des consonnes qui sont obtenues par acrophonie. C'est-à-dire qu'il y avait le dessin, par exemple, tout en haut, la tête de bovidé, qui se dit Aleph. On va en garder simplement la première lettre. Ça va donner... donc, alors, vous allez me dire, c'est pas une consonne, c'est une voyelle, ça va être A. Non, mais c'est un H aspiré, en fait. C'est nous qui l'avons transformé en A. Plus explicite, le Bet, la maison. Bethléem, la maison du pain. Le Bet, c'était le dessin d'une maison. Ça se dit Baït. On en garde la première lettre. C'est ça l'acrophonie. Un acronyme, on dit maintenant, on les utilise beaucoup. Hein, quand j'ai dit TGV, SVP, etc. Notre monde est plein d'acronymes. C'est le principe d'acrophonie qui a été appliqué à certains hiéroglyphes égyptiens pour trouver une vingtaine de consonnes. Et intéressant, c'est que l'ordre des lettres ne bougera pas. Et que quand vous voyez les deux premières lettres, Aleph et Bet, pour la tête de bovidé, du hiéroglyphe de la tête de bovidé qui a été stylisée et dont on garde la première lettre,
Aleph et Bet, ça va nous donner le alpha, bêta des Grecs et d'où le nom d'alphabet. En fait, ça vient de là. Ça vient du proto-sinaïtique, puisque l'ordre des lettres ne bougera plus. Je vais vous donner un exemple d'acrophonie, bien parlant. Vous voyez, par exemple, la maison, là, sur des hiéroglyphes. Le hiéroglyphe de la maison se dit Baït en copte. Si on applique le principe d'acrophonie, on garde que la première lettre B, et on lit donc B. Même si la lettre elle-même, ça se dit Baït. Son nom, c'est Baït. Mais quand on va l'utiliser, c'est B. C'est ça, le principe d'acrophonie. Donc, je répète, à partir d'un hiéroglyphe, le proto-sinaïtique crée une lettre, uniquement une consonne. Tiens, c'est bizarre, pourquoi que des consonnes? On va le voir après. Dont la forme est ressemblante. Et en appliquant l'acrophonie, on garde que la première lettre. Vous le voyez dans le schéma logique. On passe du hiéroglyphe au signe stylisé, puis dans le monde moderne, on arrive évidemment à la lettre B. Vous voyez donc le hiéroglyphe, la stylisation proto-sinaïtique, le passage par l'hébreu et puis le B. Les alphabets, qu'ils soient hébraïques, phéniciens et grecs, gardent la mémoire du signe. En effet, on dit, les Grecs disent alpha pour A, on le sait, alpha, bêta, gamma, etc. Ils ne disent pas A, B, C, D. Ils disent bien alpha, bêta. Pourquoi? Parce que alpha, ça remémore le aleph, c'est-à-dire la tête de bovidé dont il est issu. Bêta, ça rappelle Baït, le signe de la hiéroglyphique de la maison dont il est issu. Donc on garde simplement la première lettre, mais le nom lui-même a une origine. Que garde le grec. Et toutes les lettres dérivent de cet alphabet. Donc, par exemple, le hiéroglyphe de la tête de bovidé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va se transformer en proto-sinaïtique. On va garder à peu près une forme de tête de bovidé. Le phénicien va l'écrire comme ceci. Et notre alphabet moderne, notre A latin, ben, s'il y a deux petites pattes dans le A majuscule, en fait, ça rappelle la tête de bovidé, ça vient de là. De même, l'alphabet proto-sinaïtique de la tête, ça vient d'un hiéroglyphe d'une tête, ça va évoluer avec le phénicien et le grec, et l'alphabet romain va garder la mémoire avec la tête et le cou. Les deux pattes en bas, c'est le cou, en fait, de l'homme. De même que l'alphabet égyptien, l'alphabet égyptien. Donc l'égyptien, le signe égyptien pour l'eau, Maïm, va se simplifier un petit peu dans le proto-sinaïtique et nous donner dans notre alphabet moderne notre M, qui a bien la forme très simplifiée de l'eau. Une origine hiéroglyphique passée par l'acrophonie pour avoir nos alphabets. L'alphabet va se diffuser partout grâce aux Phéniciens, qui n'en sont pas les inventeurs. Ça a été une théorie du 19e. Non, ils vont les diffuser. Pourquoi? Ce sont les ancêtres des Libanais, peuple marchand, qui a des comptoirs sur tout le pourtour méditerranéen, et donc qui va diffuser cet alphabet. Les Grecs, ensuite, bien sûr, qui vont introduire les voyelles. Avant, il n'y avait pas de voyelles, que des consonnes, ce qui est étonnant. On va voir après. C'est d'autant plus étonnant qu'une consonne ne se prononce même pas sans voyelle. Essayez par exemple de prononcer la lettre B sans E. R sans le R. M sans le E et le E. C'est impossible. Donc voilà des gens qui inventent un alphabet, ils n'en gardent que les consonnes alors qu'on ne sait même pas les prononcer elles-mêmes sans voyelle. Pourquoi? C'est étonnant. On va le voir après. Donc à retenir, l'alphabet surgit vers le milieu du 7e siècle, avant Jésus-Christ évidemment, dans le Sinaï. Il apparaît tout d'un coup, sans forme intermédiaire. Il n'y a pas d'évolution, pas plus en biologie que dans l'écriture. Il apparaît tout d'un coup. Il est l'œuvre d'ouvriers sémites travaillant pour le compte des Égyptiens. On arrive à deviner. Il est issu des hiéroglyphes égyptiens, vous vous en souvenez, la tête de bovidé, la maison, etc. Par acrophonie, on regarde que la première lettre du mot représentée. Il est composé d'une vingtaine de signes, uniquement des consonnes. Et pourquoi uniquement des consonnes? Ça, on va le voir après.
Résumons. Les premières écritures sont des dessins, vous vous en souvenez, des pictogrammes, toutes les premières écritures, avec une dimension sacrée, magie. Dessin, magie. Une stylisation progressive de l'écriture et l'apparition brusque de l'alphabet, uniquement des consonnes, acrophonie, une vingtaine de signes. Alors, comment lit-on les hiéroglyphes? Parce que c'est ça le sujet. Première option, Champollion. Qui est Champollion? Champollion, c'est un orientaliste français, né en 1790, donc juste après la Révolution française, mort en 1832, mort assez jeune. Il est né à Figeac, dans le Lot. Sa naissance est un peu étrange, puisque sa mère n'était plus en âge d'avoir des enfants, et c'est un rebouteux qui lui a dit qu'elle aurait un fils, etc. Donc il y a une part de mystère derrière sa naissance. Il est né, alors c'est pour la petite anecdote amusante, rue de la Boudousquerie à Figeac, qui est en fait une impasse. Il est d'une famille jacobine. Bon, ça c'était pas très, comment dire, c'est assez fréquent à l'époque, mais ça pose l'esprit général. Quand il sera à Grenoble, c'est un moine melkite proche de Bonaparte, Raphaël des Monachis, qui avait participé à l'expédition d'Égypte, qui va lui montrer l'importance du copte. Hein? Son frère Jacques Joseph sera d'ailleurs secrétaire de Bonaparte lors des 100 jours. En 1807, Champollion va monter à Paris et il va apprendre le copte et suivra les cours de langues orientales au Collège de France avec l'illustre Sylvestre de Sacy, qui sera son professeur, son opposant aussi, parce que Sylvestre de Sacy, c'est un homme très bon, très humble, très juste, et n'apprécie pas les entourloupes de son élève, Champollion. En 1822, il va avoir cette célèbre formule « Je tiens mon affaire », avant de tomber, dit-on, dans un coma, et publiera quelques semaines plus tard sa lettre à M. Dacier, on en parlera ensuite, ira en Égypte en 1828-1929 et décédera en 1832. La tombe de Champollion se trouve au Père-Lachaise. La voici. On a déjà vu sépulture plus chrétienne. Ça me ferait même penser à d'autres types de sépultures. Mais que dit-il? Alors, ça, ce sont des citations, Champollion. Je vais les lire. Comme j'ai un autre, j'ai mes amours, et puisqu'il faut que je m'explique, je porte et porterai toujours un toast à la République. Que le ciel remercie les rois pour le bien de la race humaine, nous dit d'une imprudente voix un esclave fier de sa chaîne, mais nous qui détestons les guerres et leurs sanglantes politiques, répondant à un sot discours portant un toast à la République. Un discours enflammé pour la République, un peu ridicule, mais bon, il y a bien pire. Voilà ce qu'il écrit à Thévenet, un de ses amis. C'est sa biographe Hermine Hartleben qui publie cette lettre. Je vais la lire intégralement, elle est assez terrible. Les journaux ultras, en gros catholiques et royalistes, ont eux-mêmes applaudi à mes découvertes, mais parce que mes premiers résultats les arrangent assez bien. Il s'agit de savoir si la suite sera aussi bien à leur convenance que les applications de mon alphabet. Faites exprès à des monuments dont l'Antiquité ne saurait les effrayer. Je les ai débarrassés de 5 ou 6 000 ans du zodiaque de Dendera. Il faut savoir qu'avec l'histoire du zodiaque de Dendera, ça avait mis un grand trouble dans le monde catholique, puisqu'on affirmait qu'il avait 8 ou 10 000 ans, ce qui était devenu complètement incompatible avec la création d'Adam en moins 4 000 avant Jésus-Christ. Sauf qu'il a montré avec justesse que c'était un document en fait récent. Donc les catholiques étaient contents. C'est bon, on a quelqu'un qui nous défend. Bon. Alors donc il n'est pas dupe, oui, il les a débarrassés d'un problème, ils vont en avoir un autre. Aussi est-il arrivé que si l'on veut en croire la bonne vieille Gazette de France, je suis considéré par le parti dévot comme un père de l'Église, un vrai père de la foi, défenseur de la religion et des bonnes doctrines chronologiques.
En attendant, on va imprimer mon ouvrage et la suite fera voir jusqu'à quel point j'ai mérité les flatteries élogieuses de la Gazette et du Drapeau blanc, des journaux royalistes. Heureusement que les coassements de ces villes reptiles, c'est charmant, se perdent dans le concert d'approbation que donnent aussi à mes travaux des personnes pour l'esprit et le bon sens, desquelles je professe la plus haute estime. Les éloges des uns me consolent des éloges des autres. Enfin, je suis tenté de dire à la bonne Gazette, ma vieille, taisez-vous, car je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Et là, c'est bien pire encore. Tant je suis là de cette odeur de sainteté que les dévots commencent à me trouver. Comme si je n'eusse eu pour but, en travaillant pendant 15 ans à la découverte de mon alphabet, que la gloire de Dieu. Cherchez la gloire de qui alors? Mais je leur ferai une bien vilaine grimace. Quelques jours, en développant les suites et les conséquences immédiates de ma découverte, rira bien qui rira le dernier. Voilà ce qu'il dit. C'est sévère. Donc ce rire, c'est plutôt ricaner, et grimace, oui, ça fait penser là aussi à quelque chose. Voilà, voilà ce que dit Champollion. Donc ça, c'est pas très connu. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas trop envie que ça se sache. Donc on en parle. Champollion, comme vous le savez, est parti de la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, qui était une pierre qui a été trouvée dans le delta du Nil, par des Français, mais comme il y a eu l'expédition d'Égypte qui a été un fiasco avec la destruction de la flotte à Aboukir, les Anglais ont récupéré la pierre de Rosette et elle est au British Museum. À la limite, je préfère leur laisser la pierre de Rosette avoir récupéré l'anneau de Jeanne d'Arc. Techniquement, à la limite, comme on dit maintenant, le deal est plutôt bon. C'est une pierre donc en basalte, enfin en sorte de basalte, d'à peu près 1 mètre de haut, 3 types d'écriture, hiéroglyphique tout en haut, la partie le pavé en haut. Démotique, c'est un tracé rapide cursif du hiéroglyphique, et en grec, avec 2 langues, le copte pour la partie évidemment égyptienne et le grec pour la partie grecque. Donc c'est formidable puisqu'on a un texte bilingue. Donc on va pouvoir faire des rapprochements. Donc on va pouvoir traduire. Merveilleux. Et donc Champollion va repérer ce qu'on appelle des cartouches. Vous voyez, hein, c'est une espèce d'ellipse allongée dans lequel figurent des noms de princes et pharaons. C'est pas lui d'ailleurs qui en avait eu l'idée le premier, puisque c'est Athanas Kircher, le génialissime jésuite allemand Athanas Kircher, qui est un jésuite, auteur d'une œuvre considérable qui touche à tous les domaines. J'ai un livre sur lui en anglais, The Last Man Who Knew Everything, le dernier homme qui connaissait tout. C'est un génie méconnu, mais un immense génie. Et donc il avait eu l'idée que des cartouches contenaient des noms royaux. Et donc Champollion, il va regarder des noms de princes dans le texte grec et regarder ce qu'il y a dans les cartouches. Bonne idée. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il va voir qu'il y a par exemple Ptolémée, qu'il y a Alexandre, et donc il va pouvoir faire un rapprochement que certains signes hiéroglyphiques sont en fait des lettres alphabétiques. Ben voilà, plus ça marche. Regardez. Donc Ptolémée, ben voilà. Je vois Ptolémée dans le texte grec, je l'identifie ici. Ben donc ça c'est P, ça c'est T, ça c'est O, ça c'est L, ça c'est M, ça c'est Y, ça c'est S. Tout simplement. Et ça fonctionne. Même chose pour Cléopâtre. Donc, c'est merveilleux. Ça fonctionne. Alors, pour être juste, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je ne vais pas faire un cours d'égyptologie, donc on va rester très simple. Il ne dit pas que le système hiéroglyphique est alphabétique. Il dit qu'il y a certains signes hiéroglyphiques qui sont alphabétiques. Et il utilise toujours l'acrophonie pour déterminer ce qu'on appelle des phonogrammes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est trop long, on va se perdre. Mais donc, il détermine des signes comme étant des pures lettres, d'où le soi-disant alphabet hiéroglyphique. Vous voyez, vous avez une vingtaine de signes qui représentent tous une lettre, toujours que des consonnes. D'accord? Donc, Champollion, si je résume un peu tout ça, il y a plusieurs types de hiéroglyphes, des idéogrammes, des déterminatifs, et puis ce qu'on appelle des phonogrammes,
d'une, deux ou trois consonnes, et quand il y a une seule consonne, par acrophonie, je détermine une lettre. Vous vous en souvenez, l'acrophonie? Donc il applique l'acrophonie à des hiéroglyphes pour trouver un alphabet. Oui, mais ça a été fait plus tard, ça. C'est les Sémites qui l'ont fait, qui l'ont inventé avec le proto-cinétique. À l'origine, c'est pas ça. Bon. Et ils trouvent que des consonnes. Et pour prononcer le hiéroglyphique de Champollion, on est obligé de faire une adjonction arbitraire voyelle. C'est une langue artificielle. Champollion nous fait une langue artificielle, une langue qui n'existe pas. En plus, Champollion a des prédécesseurs. Il faut se souvenir qu'en 47 avant Jésus-Christ, il y a des destructions de la bibliothèque d'Alexandrie, donc on a perdu tout un tas de connaissances, évidemment, sur l'Antiquité, c'est un drame. Le 24 août 394, à Philaïe, c'est la dernière inscription hiéroglyphique, donc plus personne depuis cette époque ne sait l'utiliser. Et donc un certain nombre de savants, Hérodote, Plotin, Kircher et tout un tas d'autres, se sont essayés à l'écriture et ont proposé des systèmes, plus ou moins. Et puis Champollion a des contemporains adversaires. Jung, le fameux physicien, celui des formes de Jung et celui des modèles de Jung, pour ceux qui ont fait de la physique, c'est le même, qui passe d'ailleurs pour les Anglais pour être le vrai découvreur des hiéroglyphes, sachant que Champollion s'est largement inspiré de Jung en oubliant de citer la source. Sylvestre de Sacy, qui est le prof de Champollion et qui n'aime pas sa malhonnêteté, le diplomate suédois Åkerblad aussi, qui propose d'autres systèmes. Donc en fait, Klaproth, qui est un orientaliste prussien, qui publie près de 300 ouvrages, qui s'oppose à Champollion, qui a écrit un ouvrage dessus. Je l'ai que parcouru, je ne l'ai pas encore lu, mais ça semble vraiment particulièrement intéressant. Monseigneur Affre, Monseigneur Affre qui est mort sur les barricades en 1948, qui s'opposait à Champollion notamment sur la partie datation, puisque les dates de Champollion ne correspondent plus avec les dates bibliques, donc on ne trouve plus de traces des Hébreux et les dates ne correspondent plus. Donc vous comprenez que ça finit par poser un problème. Quelles sont les critiques que l'on peut apporter sur le système de Champollion? Tout d'abord, la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, c'est un document tardif de l'Égypte. Ça date de Ptolémée V Épiphane, 196 avant Jésus-Christ. C'est donc très tardif dans l'histoire de l'Égypte. Ptolémée, comme son nom l'indique, c'est un pharaon grec. Aujourd'hui, il y a des pharaons grecs. Ptolémée, c'est l'empire Lagide. Lagide, c'est Lagos, lieutenant d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était jusqu'en Égypte, d'où Alexandrie en Égypte, évidemment. Donc, c'est un document tardif. Il n'est pas du tout impossible, par conséquent, que cet édit et le texte originel soit du grec en réalité, puisqu'il est grec, et que c'est lui qui arrive. Et que le hiéroglyphique soit une traduction. Et donc que les Égyptiens aient dû traduire des noms avec leurs signes, des lettres alphabétiques grecques, avec leurs signes. Oui, c'est possible qu'ils aient essayé de chercher les signes les plus approchants sur le plan de la sonorité pour correspondre à des lettres, mais ça ne veut absolument pas dire que ces signes soient des lettres. C'est la même erreur qu'a pu faire Diego de Landa, qui est un missionnaire franciscain du XVIe siècle, qui était l'évêque du Yucatan, et qui, au contact de la population maya, avait demandé aux Mayas de leur montrer leurs signes. Et puis, lui, il avait montré son alphabet, il avait demandé aux Mayas, dans tes signes, ma lettre A, ma lettre B, ma lettre C, c'est quel signe dans ton écriture? Les Mayas n'avaient pas, en fait, d'alphabet maya. Ils ont essayé de lui donner, pour faire plaisir à leurs frères missionnaires, des signes dont le son B, bon, ils ont essayé de trouver ce qui ressemblait à cette prononciation. Et donc, notre ami, Diego de Landa a trouvé un alphabet maya. Sauf qu'il n'y a pas d'alphabet maya. Les Mayas ont simplement donné des signes qui se prononçaient le moins loin possible d'une lettre. Comme les Égyptiens ont utilisé dans leur corpus des signes dont la prononciation était la moins éloignée de lettres alphabétiques. C'est le même problème qu'ont eu les Chinois lorsqu'ils ont dû nommer le général de Gaulle.
De Gaulle, ça n'existe pas en chinois. Donc ils l'ont appelé Dao Gaolé. Hein, Dao Gaolé, on comprend que ça ressemble à De Gaulle. C'est la meilleure. Dans tout leur substrat, c'est ce qu'il y a de mieux pour bien redonner le son. Mais Dao, c'est pas un D, Gao, c'est pas un G, et Lé, c'est pas un L. Ça veut dire porter heureux son chapeau. Donc ça n'a aucun sens de faire des rapprochements. Et c'est ce qu'a fait Champollion avec la pierre de Rosette. Et d'ailleurs, alors ce qu'il faut savoir, Champollion n'a pas traduit la pierre de Rosette. Hein. Il a lu les noms dans les cartouches, c'est tout. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Et il a écrit sa fameuse lettre à M. Dacier, relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les Égyptiens pour inscrire sur leurs monuments les titres, les noms et les surnoms des souverains grecs et romains. Ah oui, on est d'accord. Qu'ils aient dû, de nouveau, utiliser des signes pour représenter des lettres alphabétiques, puisqu'ils avaient affaire à des Grecs ou des Romains, ils ont pris ce qui était le moins éloigné, mais ça veut dire que ce soit des lettres. Donc il y a une identification avec des lettres qui est absolument indue. Que ce soit utilisé à cette époque-là, oui, très bien, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on puisse donner ça, résumer ça à des lettres. Et c'est ce qu'a vu, très bien vu, Albert Schlossmann. Albert Schlossmann, qui était un mathématicien, informaticien de niveau mondial, puisqu'il avait été employé par la NASA pour les sondes pionnières sur Jupiter et Saturne. Donc c'est un homme de très haut niveau, c'est un Français, mais qui avait un esprit ouvert et qui s'intéressait beaucoup à l'Égypte. Et un jour, il était à la bibliothèque de Chantilly, des Jésuites. Pour la petite anecdote, en 92, il y avait un colloque du Séché, certains sont encore là pour en parler à cet endroit. Et il était en contact avec un Japonais. Il lui a demandé, mais comment on dit le nom de Marie, la mère du Christ, en japonais? Et il lui a dit, ça se dit Malia, parce qu'ils n'ont pas de R en japonais, donc ils ont essayé d'utiliser ce qui se rapprochait mieux, Malia. C'est ce qu'il y a de mieux en japonais pour dire Marie. Mais Malia, ça ne veut rien dire, ça veut dire jaspe, bénéfice deuxième. Donc l'identification d'un signe avec une lettre est débile, sauf simplement pour la sonorité, pour traduire dans une autre langue. Ce qu'a fait Champollion avec les hiéroglyphes et le grec. Même situation, même erreur. Et il le dit très bien, je ne veux pas lire trop long texte, mais simplement ce qui est en gras. Mais ces trois hiéroglyphes, Malia, ne veulent en aucun cas signifier Malia en japonais, car ces trois signes ne peuvent s'accrocher les uns aux autres. Ça n'a aucun sens, jas, bénéfice deuxième. En effet, cet assemblage hétéroclite vient uniquement phonétiser un nom étranger. Voilà d'où l'erreur de Champollion. Cela ne veut rien dire d'autre qu'un ensemble inexprimable autrement, et surtout pas Marie, puisque les trois hiéroglyphes en japonais accolés les uns aux autres ne signifient rien. Il y a donc une impossibilité patente à ce qu'alphabétiquement ils deviennent M, L et I. C'est pourquoi une traduction hiéroglyphique fondée uniquement sur l'alphabet issu des principes émis par Champollion, en partant des sons de remplacement utilisés dans les cartouches royaux et impériaux gréco-romains, ne peut vouloir dire quelque chose de sensé. Donc il fait exactement la même analyse que Courbet, on va le voir après. Et il a bien vu qu'il y a strictement une impossibilité à ce qu'il y ait un alphabet hiéroglyphique. Alors je passe sur... bon ça, c'est comment dire, au fur et à mesure des cours que j'ai pu suivre, on dit des graphiques qui sont inexpliqués. Alors ça c'est aussi amusant, parce que quand j'ai eu mon deuxième cours de hiéroglyphes, j'ai demandé à notre professeur, j'ai dit, Madame, vous avez expliqué donc qu'il y avait des phonogrammes unitaires, donc ça constitue un système alphabétique dans les hiéroglyphes. Et je lui dis, mais elle me dit oui. Je dis très bien, alors pourquoi ils ont développé un système si complexe alors qu'ils possédaient un alphabet? Vous savez quelle a été sa réponse? Alors, elle n'avait pas de réponse. Oui. Alors elle a rebondi en disant non, mais c'est pas si compliqué, vous allez voir, etc. Okay. Mais admettons qu'en fait, le grand truc, c'est qu'en fait, ils avaient un alphabet, mais ils n'avaient pas su l'utiliser. Ils étaient capables de faire des pyramides, mais ils n'étaient pas capables d'utiliser un alphabet. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors, Khéops, ça, selon Champollion, ce sont des lettres.
simple lettre. Ça fait partie de l'alphabet hiéroglyphique. Rou, Re, Ou, F, Ou. Roufou, Khéops. Ben, c'est 4e dynastie, c'est le début de l'Égypte. Hein. Ben, c'est pas l'utilisation d'un alphabet, ça? Vous nous avez expliqué que c'est pas l'utiliser. Je comprends pas. Encore mieux, Pépi. P-P-I-I. Pépi. 2e dynastie. C'est l'utilisation, selon Champollion, de 4 lettres alphabétiques. Donc ils savaient utiliser un alphabet. Alors pourquoi ils n'ont pas développé? Parce qu'ils ne savaient pas l'utiliser. Bon. Crombette, lui, dira, selon la méthode du rébus, et trouvera beaucoup de détails justement au sujet de ces pharaons. Mais on y passera. Alors ça aussi, point de vue incohérence, ça c'est pas mal. Ça, selon la méthode de Champollion, ce sont là aussi 2 lettres alphabétiques. Ça c'est un A, alors un H aspiré en fait, hein, qu'on transforme en A. Et là, le hibou, donc c'est le vautour percnoptère, et ça c'est le hibou. Ça, ce serait un M. Vous imaginez gravé dans la pierre, avec moult détails, avec le soin. Vous imaginez quand ça a été fait, parce que là, c'est quelques milliers d'années plus tard, simplement pour dire M. Et ça dérange personne? Non, pas du tout. Ça aussi, c'est amusant. Alors, je suis désolé, c'est assez trouble, parce que j'avais pas la bonne résolution. Ça voudrait dire le pain. Pourquoi pas? Sachant que chacun des symboles pouvait vouloir dire le pain. Vous savez comment ça se prononce? Simplement la lettre T. C'est sérieux? Vous croyez vraiment sérieusement que ça peut vouloir dire une seule lettre? Consonne? Il y a plein d'incohérences. Allez, reprenons notre souffle. Nous avons donc vu que les premières écritures sont toutes pictographiques, des dessins, et ont une dimension magique, sacrée, religieuse, des simples magiques. L'alphabet surgit sans évolution préalable au milieu du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, dans le Sinaï. D'où sémite travaillant pour les Égyptiens. Il est issu des hiéroglyphes égyptiens, vous en souvenez? La maison, Baït, et on garde que la première lettre, B, par le principe d'acrophonie, uniquement composé de consonnes. Bizarrement. Champollion, pour lire les hiéroglyphes égyptiens, lui va décrire le signe en copte, là il a raison, et il applique le principe de l'acrophonie. Alors il y a 3 types de hiéroglyphes, je passe vite là-dessus. Champollion est parti de la pierre de Rosette, document tardif, et a indûment identifié des hiéroglyphes à des lettres. On l'a vu, on ne peut pas le faire. Ça peut être utile simplement pour traduire un nom étranger, mais ça ne peut pas être utile, ça ne peut pas se résumer à des lettres. Deuxième option, Fernand Crombette, 1880-1970. D'abord, on va commencer par une petite devinette. Alors, la devinette, je vais vous demander de me dire de quoi il s'agit. Je ne vous demande pas de déchiffrer ce que vous allez voir, mais de me dire le nom que l'on donne à ce type de procédé. Si jamais vous voyez ça dans un magazine, vous allez dire spontanément, c'est un... C'est quoi? Un rébus. Bravo, félicitations. Et là, vous voyez quoi? Là, vous voyez des dessins. Alors, souvent, les gens disent d'accord, merci. Mais est-ce qu'il est stupide d'imaginer que ça puisse être, en fait, techniquement, le même principe? Un rébus. C'est ce que va penser Fernand Crombette. Et on verra pourquoi. Et on va vite voir pourquoi. La synthèse géniale de Fernand Crombette de tous ces sujets. On parle de rébus, on a parlé d'acrophonie, on a parlé d'alphabet, on a parlé de hiéroglyphes, de magie, de dessin. C'est peut-être un petit peu confus. Donc Fernand Crombette, lui, va faire une synthèse géniale de tout cela. La normalité, la vraie normalité, c'est le pouvoir sur une chose qui donne le droit de nommer cette chose. Si j'ai un pouvoir sur quelque chose, j'ai le droit de le nommer. Pierre, Marie et Jeanne, ici présents, ont pu donner un nom à leur fils et l'appeler Edmond. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir sur ce fils. Un pouvoir parental, parent 1, parent 2. Je dis ça, je fais attention, si on est écouté, voilà, donc ils ont un pouvoir qui leur permet de nommer.
que vous avez le pouvoir de donner un nom, parce que vous avez un pouvoir sur le bateau. Vous avez le droit de le nommer. Si vous avez un animal domestique, vous pouvez lui donner un nom, parce que vous avez un pouvoir. Pharaon va donner un autre nom à Joseph. Pourquoi? Parce que Pharaon a un pouvoir sur Joseph, donc il peut nommer Joseph. Et Jésus va nommer Simon, il va lui donner le nom de Pierre, parce que Jésus a un pouvoir sur Simon. C'est le pouvoir qui permet de nommer. La magie, c'est simplement, comme d'habitude, comme le satanisme, c'est l'inversion des facteurs. C'est en nommant que je vais pouvoir avoir un pouvoir sur la chose. Et le scribe a donc intérêt à nommer beaucoup pour avoir beaucoup de pouvoir. D'où la méthode du rébus, qui va permettre une multiplicité de sens. Voilà d'où vient le principe du rébus. Je vais nommer beaucoup pour avoir beaucoup de sens. Souvenez-vous, les inscriptions pariétales où on voit un bison avec une flèche dessus. Je nomme pour avoir un pouvoir, c'est une incantation magique, je vais avoir un pouvoir sur cet animal, je vais le tuer. Donc c'est cette dimension magique qui est à l'origine des écritures de dessin. Donc elles sont à lire par le principe du rébus. Donc synthèse géniale de Crombette, des hiéroglyphes, ce sont des images, des dessins. Vous savez que dessin, image, il y a une dimension magique. Pour la magie, c'est l'inversion des facteurs. Donc je vais nommer beaucoup pour avoir beaucoup de pouvoir. Donc, application du principe du rébus. Alors que l'alphabet, la lettre, elle n'a aucun sens en soi. La lettre, elle ne veut rien dire du tout. Sans voyelle, en plus, le mot est pétrifié. Donc, le principe alphabétique, c'est un principe anti-magique. Puisque la lettre, elle n'a plus aucun sens. Et il n'y a même plus de voyelle. Donc, il y a un système magique, le principe du rébus, avec les dessins, et un système anti-magique, qui lui est totalement antagoniste, qui est le système alphabétique. Évidemment, quand Champollion va identifier des dessins comme des lettres, il va essayer de comprendre une écriture avec ce qui a permis de la stériliser. Donc, évidemment, il va pas voir grand-chose. Alors que là, Fernand Crombette, quelle est sa proposition? Il comprend que le hiéroglyphe, c'est un dessin. Pictogramme. Pictogramme, il y a une dimension magique sacrée. Le principe du rébus vient de là. Il utilise le copte, c'est un copte Champollion, donc c'est le dernier état de la langue égyptienne, et il applique le principe du rébus. Pourquoi? Parce que le dessin, je nomme pour avoir un pouvoir. Donc, hiéroglyphe, copte, rébus. Fernand Crombette va donc lire le hiéroglyphe intégralement, à l'aide du copte, en appliquant le principe du rébus, d'où la pluralité de sens et la dimension magique sacrée. Alors, cet alphabet, Fernand Crombette comprend que l'acrophonie et l'alphabet ont été inventés par les Hébreux. Des Sémites qui travaillent pour le compte des Égyptiens au XVIIe siècle dans le Sinaï, et que leur alphabet en garde mémoire, puisque la prononciation aleph, bet, ça vient des hiéroglyphes dont ils se sont inspirés. Et que c'est un procédé anti-magique, car plus de rébus possible. Il n'y a plus de rébus possible, c'est fini. Donc une pétrification du sens. Et c'est pour ça la raison de l'absence de voyelle. L'absence de voyelle est incompréhensible dans un système alphabétique, puisque vous ne pouvez même pas prononcer des consonnes sans voyelle. Et vous ne pouvez même plus prononcer les lettres, les mots. Vous voyez bien, les Hébreux actuellement sont toujours sans voyelle. Leurs textes, ce ne sont que des consonnes les unes derrière les autres. Vous imaginez l'effort que ça demande de lecture. Essayez de faire un texte en français où il n'y a que des consonnes. C'est pas si facile que ça à lire, on va y arriver, hein, mais les Hébreux, pourquoi ils le font? C'est pas parce qu'ils ont oublié les voyelles, comme le disent les linguistes. Je ne plaisante pas, hein. Ils disent que ceux qui ont inventé l'alphabet, ils ont oublié les voyelles. C'est complètement débile, puisqu'on ne sait pas prononcer sans voyelles. Donc non, ils n'ont pas oublié. Ils n'en voulaient pas. Et si les Hébreux n'en voulaient pas, c'est pour une raison simple, c'est quand le squelette, c'est la consonne. La voyelle, c'est la chair. Séparer la chair de la consonne, c'est tuer le mot. En d'autres termes, c'est briser sa potentialité magique. Il y a donc une volonté anti-magique derrière le système alphabétique. Et donc, c'est le principe
système alphabétique qui est complètement contraire au système hiéroglyphique. Alors, Champollion, il ne trouve pas rien en soi. Hein. Champollion va, partir du copte. Donc, il a une base de départ. Mais si je voulais donner une petite image, je dirais que Champollion, c'est de la peau de citron. Ça vous donne vaguement le goût, vous n'en avez plus le jus. On est très loin d'un jus de citron. Et c'est Crombette qui va redonner toute la substance de lecture au hiéroglyphe. Vous savez, Bergson avait dit « le rire, c'est de la mécanique plaquée sur du vivant ». On pourrait paraphraser Bergson et dire que Champollion, c'est de l'alphabétisme plaqué sur du vivant. Donc il a plaqué un système anti-magique pour lire une écriture magique. Bon, évidemment, il passe à côté. Et comment se fait-il que comment cette écriture a pu se diffuser? En réalité, si on reprend la généalogie biblique, et là encore faut-il croire au récit biblique, Noé a eu 3 fils, Cam, Sem et Japhet. Cam a eu 4 fils, dont Misraïm, qui est en fait le règne des Égyptiens, c'est Misraïm. Vous savez qu'en arabe, l'Égypte, ça se dit Misr. Il faut bien garder le nom, l'origine biblique de l'Égypte, de Misraïm, qui a eu 6 fils, qui sont en fait les divinités de l'Égypte, dont Osiris, Set, Keb, Thoth, Chou, qui sont en fait les 6 fils de Misraïm, qui sont aussi des pharaons qui ont régné en même temps, qui se sont partagés le delta du Nil. Et donc, le compute biblique, qui n'était plus compatible avec la chronologie égyptienne, qui prenait les dynasties suite à Manéthon, de manière, première dynastie, deuxième dynastie, de manière chronologique, mais non, elles étaient ensemble. Donc l'histoire de l'Égypte, en fait, est beaucoup plus courte que celle annoncée. Et les 6 fils de Misraïm, en fait, se sont partagés le delta du Nil et ont été divinisés par les Égyptiens. Je vais donner quelques exemples de lecture comparée. Vous l'avez déjà vu sûrement, ce dessin-là, la croix en C, un serpent, un demi-cercle et quelque chose de plat. Selon Champollion, ça se dit « orget », vivant éternellement. Bien. Crombette va lire intégralement, sachant que quand il rajoute une voyelle, Champollion, c'est artificiel, il n'y en a pas dans son système. Crombette lit intégralement, décrit exactement ce qu'il voit, une croix en C avec un serpent, sur un demi-cercle, et ça il le traduit en copte, ça lui donne une phrase complète qu'il peut lire, le législateur qui fait descendre l'eau des montagnes sur le pays. En fait, ça fait allusion au jubilé trentenaire, et ça lui permet de dater très précisément l'histoire de l'Égypte, sachant qu'en plus, même le signe correspond à ce qui est dit dans le texte. Le législateur, avec la croix en C, qui fait descendre l'eau avec le serpent, donc l'eau qui serpente, de la montagne ici, sur le pays, le signe plat. Autre exemple de lecture comparée, il y a plusieurs milliers de pages sur le sujet, donc il y a de quoi faire, mais celui-là est assez intéressant. Ce signe-là est lu sur la méthode de Champollion, ré puissant et florissant d'apparition. Ne demandez pas ce que ça veut dire, c'est comme ça, Sobek et sa protection. Bon. Si on lit sur la méthode de Crombette, de nouveau il décrit chaque signe précisément en les prononçant en copte intégralement, et il trouve le superflu des jardins a été introduit dans des greniers pour conserver au pays de la farine. Louange au très prévoyant qui a gardé de grands amas d'eau. Ça fait penser à qui? Joseph. Les 7 années de vache grasse et les 7 années de vache maigre. Alors après on dit qu'on trouve rien. Mais non, si on ne lit pas bien, on ne trouve rien. Mais avec la méthode de Crombette, on retrouve toute l'histoire de Joseph, intégralement. Là, je plus de signes, mais il y a 1000 pages sur le sujet. Donc, donc Fernand Crombette, en fait, son principe de lecture, c'est Fernand Crombette lit les hiéroglyphes, pour lire les hiéroglyphes égyptiens, il lit les hiéroglyphes en égyptien. Il fallait y penser, tout simplement. Il lit les hiéroglyphes en égyptien. Et par le principe du rébus, il arrive
à une lecture extrêmement riche, extrêmement précise et tout à fait conforme, et il retrouve toute l'histoire biblique, avec même des précisions extrêmement puissantes. Très bien, mais qui a inventé l'alphabet? Les Sémites, etc., etc. Bon, vous avez compris. Fernand Combette va montrer que c'est Joseph, le fils de Jacob, qui est l'inventeur de l'alphabet. C'est lui qui va créer ces fameux signes proto-sinaïtiques, que l'ordre même des lettres alphabétiques résume l'histoire de l'humanité. Les 3 dernières lettres de l'alphabet hébraïque, c'est proto-sinaïtique, ou paléo-hébraïque si on veut, c'est le resh, le shin et le tav, qui sont la tête, l'épine et la croix. Autant vous dire, vous avez compris. Voilà ce que c'est. Et l'hébreu, il y a quelques hébraïsants dans la salle, j'en connais 2 ou 3, ou 4. L'hébreu est très riche en sens. Par exemple, Bereshit, au commencement, dans la Bible. C'est 4 lettres hébraïques, Bet, Resh, Shin, Tav. Le Bet, c'est lettre est comme ça. Ça se lit, alors oui, ça se lit de droite à gauche. Avant, c'est fermé, vous voyez, c'est fermé. On ne voit pas avant. Au commencement, ça commence là. Et les 3 dernières lettres, donc Bet, ça c'est la première, Resh, Shin, Tav, tête, épine, croix. Dès le premier mot de la Bible, vous avez la notion du salut qui est décrite. Il y a une puissance derrière l'hébreu qui est phénoménale. Je sais même qu'il y a un rabbin qui a passé sa vie à étudier Bereshit. Sa vie, dans sa propre langue. Donc il y a une puissance, ou comme Emet, la vérité. Aleph, Mem, Tav. C'est la première lettre, celle du milieu, et la dernière. Donc quand notre Seigneur dit qu'il est la vérité, voilà, il couvre tout. Et si on voulait pousser encore un peu plus loin, l'origine, vous savez que le proto-cinétique a une origine hiéroglyphique. Aleph, c'est la tête de bovidé, le bœuf, ça fait penser évidemment à la crèche. Le Mem, c'est les os, ça fait penser au baptême. Et le Tav, c'est la croix. Donc il y a même, dans la vérité, les grandes étapes, si je puis le dire ainsi, du salut, de la naissance à la croix. Ou à la messe, vous le savez, les doigts du prêtre, sous le contrôle de M. l'abbé, sont comme ça lors de la consécration. Ça, c'est 3 lettres hébraïques. Shin, Dalet, Yod, qui veut dire Shaddai. C'est comme ça que Dieu s'adresse à Moïse au buisson. Ça va loin, ça va très loin tout ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, c'est assez amusant. Donc, vous avez vu que Joseph a inventé l'alphabet de manière anti-magique, contre la magie liée au dessin. Vous savez que dans le Lévitique et dans le Deutéronome, il y aura un interdit de faire des images. C'est pas pour rien. Et regardez à notre époque. Donc vous avez Joseph qui invente l'alphabet pour tuer l'image. Et notre époque, c'est l'image qui tue l'alphabet à travers la lecture, plus personne ne lit. Pourquoi? Parce qu'il est passé à l'image. Donc c'est en quelque sorte la revanche de Pharaon contre Joseph. C'est le triomphe de la pensée magique, de la pensée anti-religieuse contre la pensée religieuse. C'est symptomatique. L'œuvre égyptologique de Combette, évidemment, on n'a fait que la survoler. C'est une histoire de l'Égypte renouvelée et totalement en concordance avec le récit biblique. Noé, Cam, Misraïm, Joseph, Moïse, l'Exode ne sont plus des mythes. Fernand Combette trouve une foule considérable d'informations et de détails sur l'histoire de l'Égypte et des Hébreux. Certaines dynasties, comme je vous l'ai montré, étaient concomitantes, en particulier les 6 premières. Les 6 fils de Misraïm selon la Bible, et vous l'avez vu, Misr en arabe pour dire l'Égypte. Il y a une quantité de détails et de dates éclairant d'un jour nouveau l'histoire de l'Égypte, grâce à Combette. Il a écrit 15 tomes sur les livres des noms des rois d'Égypte, 6817 pages. J'ai lu les 3 premiers tomes, c'est costaud. Un dictionnaire systématique des hiéroglyphes égyptiens, une chronologie de l'Égypte pharaonique, 3 tomes sur la véridique histoire d'Égypte antique, 1139 pages, la science égyptologique réconciliée avec l'histoire biblique,
l'histoire sainte et l'histoire profane ne sont plus en contradiction. Donc on va pouvoir rechristianiser le monde. Sans compter un atlas qu'il a composé, c'est une œuvre titanesque, on l'a vu, qui touche aussi bien donc, les hiéroglyphes égyptiens, la géographie antédiluvienne, les Crétois, les Hittites, l'astronomie, même un peu d'exégèse. Donc faire un combat, c'est une œuvre de 16 000 pages, de 2 atlas, au service de la foi. Et je vais terminer en concluant selon sa formule qui était la sienne. La foi, loin d'être les ténoirs de la science et de l'esprit, en est la lumière véritable. Je vous remercie.